Une quinzaine d'habitations détruites dans une intervention de la préfecture et des forces de l'ordre à Montjoly ce matin. Des maisons en construction ou abandonnées dans une zone d'habitat illégale de la montagne du Tigre. Image à suivre. Elle avait duré plus d'1 mois et impacté particuliers comme professionnels. 6 mois plus tard, la grève des agents d'EDF ne semble pas avoir porté ses fruits. Aujourd'hui, le nombre de postes vacants a même augmenté. Enfin, nous plongerons dans l'univers d'Alvin Letter, alias Maxi Dredi. Le chanteur reggae sort son nouvel album, un opus qui raconte son parcours de ce jeune artiste guyanais aux multiples talents. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. On commence avec l'opération de lutte contre l'habitat instantané menée par la préfecture et les forces de l'ordre à Remire-Montjoly ce matin. Une quinzaine de maisons en construction ou inhabitées sur un flanc de la montagne du Tigre ont été détruites. Elles sont d'ailleurs situées en zone rouge selon le plan de prévention des risques. Le propriétaire, quant à lui, le propriétaire du terrain, attend une décision de justice avant de lancer une procédure d'expulsion des familles. On écoute les précisions du directeur de cabinet du préfet. On est sur la montagne du Tigre aujourd'hui avec un chantier illégal qui est en pleine construction, qui est en pleine expansion, dans lequel on n'a pas de personnes pour l'instant qui habitent. Donc aujourd'hui c'est détruire ce chantier-là parce qu'on est en zone rouge du PPR et que les services, Cabassou avec la catastrophe, avec le nombre de morts qu'il y a eu. Ici, de manière illégale, des gens arrachent les arbres, font du terrassement illégal et se mettent en danger. Donc on va détruire ce chantier illégal. On ne touche à aucune habitation qui est où il y a des gens à l'intérieur, puisqu'il faut une décision de justice pour ce faire. Ça sera dans un second temps, on verra avec le propriétaire qui a lancé une procédure judiciaire pour évacuer la zone, comme pour Terca. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette thématique-là. On est sur la destruction du chantier qui n'est pas habité pour pouvoir dire stop. On ne veut pas revivre Cabassou et il faut protéger ce mont-là qui est en zone rouge du PPR, du plan de prévention des risques naturels, avec un aléa fort qui est les glissements de terrain et coulées de boue. Aujourd'hui, nous, évidemment, on souhaite sensibiliser la population, c'est-à-dire qu'on allait voir la population, on les a rencontrés à plusieurs reprises, depuis plusieurs semaines avec notamment la police municipale et la gendarmerie pour leur expliquer le véritable danger et le fait qu'ils devaient partir. Et donc on les a encore rencontrés tout à l'heure et la population doit partir. Dans l'actualité également, ils vous ont peut-être ralenti sur la route. Une vingtaine de motards ont défilé dans les rues de Cayenne ce matin. Ils protestaient contre la loi de transition énergétique qui prévoit notamment la mise en place d'un contrôle technique obligatoire pour les 2 roues. Ils ont traversé la ville et ont achevé leur course devant l'hôtel préfectoral, une manifestation qui fait écho au mouvement national des motards. Réaction au micro de Jonathan Lariot. On estime que c'est un procédé à intérêt économique et non pas sécuritaire et qu'on a plus besoin de sécurité sur nos routes que de confort à l'achat d'une revente de moto. Il y a d'autres priorités pour les usagers. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. On aurait pu faire cette manifestation-là un samedi ou un dimanche afin de mobiliser plus de personnes. Mais on a préféré choisir un jour aux heures d'ouverture de la préfecture afin d'essayer de voir si on aurait pu être entendu ou pas reçu à la préfecture. On verra bien par la suite des événements. En 2014, ce projet a été mené devant le Conseil européen, qui l'a refusé à cause justement des chiffres du rapport MEDS, qui est une étude approfondie sur les accidents des motos, qui révèle que 0,3%, enfin moins de 0,3% des accidents mortels impliquant un motard, dans ces cas-là, il y a vraiment moins de 0,3% où la moto est mise en cause. Il n'y a pas moyen d'instaurer ce genre de contrôle technique pour des raisons de sécurité. C'est vraiment dans un intérêt économique. C'est une communauté qui grandit énormément et je pense que du côté des dirigeants du pays, les gens se disent bon ben voilà, ce sont des gens qu'on pourrait ponctionner. La lutte contre l'orpaillage illégal se renforce, elle s'est même montrée plus efficace en 2015. C'est en tout cas le bilan présenté ce matin par la préfecture, le parquet et les forces de l'ordre engagés dans ce combat contre le phénomène. Une lutte qui aurait conduit à la réduction du nombre de puits en exploitation de 50% et de 30% le nombre de garimperos. Jonathan Lariot. Nous sommes à Camopi. Il y a une semaine, cette commune de l'intérieur a été le théâtre de plusieurs échanges de coups de feu avec des orpailleurs brésiliens. Jeudi 21 avril, lors d'une importante saisie de matériel d'exploitation servant à l'orpaillage clandestin, les forces de l'ordre sont pris en embuscade par les propriétaires sur le fleuve du Maroni.
Ils se sont fait agresser à l'embouchure par 3 pirogues d'orpailleurs clandestins qui sont venus à l'abordage et qui ont cherché à récupérer leurs biens, qui ont une valeur d'environ 100 000 euros, entre 100 et 150 000 euros. Donc c'est un gros butin. Ce qui s'est passé à Camopi, c'est qu'il y a eu un agent du parc amazonien qui a été blessé par arme à feu et un Brésilien blessé par arme à feu. Et là, on a des versions très divergentes. Donc pour l'instant, les Brésiliens restent côté brésilien, les Français restent côté français. Il faut faire de la coopération judiciaire pour avoir accès aux procédures l'un de l'autre. Pourtant, selon la préfecture, les grandes exploitations n'existeraient plus. Seules quelques petites persistent et leur nombre a diminué de moitié entre 2014 et 2015. Mais le travail reste conséquent. Il y a une certaine agressivité qui est sans doute aussi le fait que nous avons été assez percutants et que nous avons fait diminuer, que nous avons beaucoup compliqué la tâche des orpailleurs. Et ce qui est important, c'est d'agir avec autorité. L'État, c'est l'autorité publique, et il faut que l'État maintienne cette présence et cette autorité dans la forêt et qu'il fasse comprendre aux gens que ce n'est pas eux qui font la loi, c'est moi. Aujourd'hui, 6 000 orpailleurs clandestins et un peu plus de 200 exploitations illégales. Le feuilleton à la guyanaise autour de ce sujet n'en est pas à son dernier épisode. Elle avait duré 5 semaines et impacté plusieurs particuliers comme professionnels. La grève d'une partie du personnel d'EDF pour plus de moyens humains et matériels avait défrayé la chronique en septembre dernier. 6 mois plus tard, plus de 80% des postes sont vacants. On fait le point avec Maxime de la Houplière. 6 mois après le mouvement de grève qui les a opposés à leur direction, les choses n'ont, comme qui dirait, pas vraiment changé pour les salariés d'EDF Guyane. Selon Davy Riemann, le protocole d'accord de fin de conflit n'est pas respecté et pire encore, la situation continuerait de se dégrader en interne. Le problème que traverse aujourd'hui EDF Guyane, il est purement et simplement politique. Tant que nos politiques sur ce territoire-là ne vont pas comprendre qu'il y a éminence à prendre des positions claires pour qu'au niveau de l'emploi, les choses, qu'on arrête l'hémorragie et qu'au niveau du chômage, qu'on essaie d'inverser la tendance, on ne va pas s'en sortir. Et effectivement, aujourd'hui, EDF Guyane, on a plus d'emplois vacants aujourd'hui qu'hier, quand on a commencé le mouvement de grève. Donc il y a un problème, effectivement. C'est-à-dire que les départs en retraite ne sont pas remplacés, premièrement. Sauf que si on se rappelle bien, au-delà de ce qui se passe au national, nous, on a un accord. L'accord, c'est du 1 pour 1. Point barre. Moi, si je m'aurais fait mon accord, s'il y a un départ, on doit avoir un recrutement. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Point. De son côté, la direction d'EDF a refusé de s'exprimer devant notre caméra. Jointe par téléphone, elle rejette cependant toute forme d'immobilisme et met en avant l'inauguration de l'espace accueil de Baduel, fraîchement rénové. Pas sûr que cela soit suffisant pour éviter un nouveau débrayage, car pour l'UTG, il en est clairement question. Restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons de la vaccination contre le paludisme chez les nouveau-nés, prioritaire désormais en Guyane. C'est l'annonce du Haut Conseil de sécurité de santé pour faire face à une pénurie. Et puis l'artiste Maxi Dredi se livre, le chanteur reggae sort un nouvel album qui retrace son parcours et fait vivre son univers. Rencontre à suivre. Mais avant cela, on revient sur la question de la loi sur la chasse avec notre invité ce soir. Un entretien réalisé il y a quelques instants sur ce plateau. Regardez. Richard Soudine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association Tchod en Bois. Nous parlions il y a quelques jours avec le directeur adjoint de la DEAL de cette mission de plusieurs ministères qui est menée en ce moment. Une consultation sur un projet pour réglementer la chasse en Guyane, avec notamment l'idée d'une mise en place d'un permis. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Le permis permettra d'identifier le chasseur. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il soit mis en place. Ça fait des années qu'on y travaille. Et aujourd'hui, il est mis en place, mais un petit peu pas par nous, mais... Pas par vous, c'est-à-dire? Puisqu'il a fallu que ça passe par la décision. Voilà. On en a parlé avec la collectivité, effectivement. Le président de la collectivité unique était très favorable. Et qui a été une très bonne chose d'ailleurs. Mais en tant qu'association, peut-être vous insinuez que quand même vous n'avez pas été suffisamment consulté, c'est ça que vous voulez dire? Exact, puisqu'on n'est pas souvent écouté.
Du moins, on a écouté, mais pas souvent. Ou peut-être pas suffisamment, vous allez nous expliquer. La Guyane est quand même le seul département où un permis de chasse n'est pas requis pour pratiquer la chasse. Il est quand même question d'utilisation d'armes. Finalement, aujourd'hui, n'importe qui peut s'en procurer et tirer n'importe où, n'importe quand. On se souvient notamment d'accidents qui ont eu lieu, d'ailleurs, il y a peu de temps. Les autorités ont évoqué un accident de chasse survenu le week-end dernier dans la zone de Cacao. Un homme est décédé. Vous pensez quoi de ce type de phénomène? Alors, il faudrait déjà savoir, est-ce que c'est vraiment un chasseur? C'est pour ça que le permis permettra d'identifier. Voilà, justement, c'est assez difficile quand même de déterminer les choses. Il va falloir qu'il y ait une formation, peut-être quelque chose de plus construit. Quel est votre point de vue là-dessus, sur cette question de permis pour chasser en Guyane? Alors, une formation, oui pour les nouveaux arrivants, puisque les anciens qui sont là sur le territoire, les Guyanais, ils savent très bien que le maniement d'une arme n'est pas aussi facile qu'on le pense. Ça n'empêche pas quand même les accidents. On en entend régulièrement parler dans la presse. Oui, mais souvent ce sont des personnes qui ne fréquentent pas, qui ne connaissent pas la réglementation au niveau de la chasse. Alors quand même, il est également question de respect des espèces protégées. En parlant des animaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'une législation qui comprend par exemple donc une formation, comme on le disait, sur les règles à respecter serait la bienvenue, notamment pour les animaux? Alors pour les animaux, déjà on a un quota qui est en place mais qui n'est pas vraiment adapté pour le territoire de la Guyane. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que peut-être il y a des lois qui ne correspondent pas à la tradition? Est-ce que c'est ce que vous insinuez? C'est un peu ça, oui, puisque la chasse ici en Guyane, c'est une chasse culturelle, traditionnelle. Donc le Guyanais en question, il sait comment chasser, il sait comment s'adapter en forêt, il sait qu'est-ce qu'il faut tuer, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Les quotas sur les lézards, par exemple, ça fait peu de temps qu'ils existent. Oui, mais je pense qu'il faudrait, au sein de l'association et des chasseurs, il faudrait revoir tout ça, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que quand même, en tant que chasseur aujourd'hui, il n'est pas d'une certaine manière difficile de respecter toutes les règles, puisqu'il n'y a pas de permis et on est un peu livré à soi-même? Est-ce que c'est pas difficile de respecter les règles qu'on connaît? Non, il n'est pas trop difficile, puisque comme je viens de le dire, les chasseurs qui sont expérimentés, ils savent comment y faire. Ils savent comment agir. Une première mission quand même interministérielle avait déjà eu lieu l'année dernière. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez été consulté? Oui, on a été consulté. C'est ce qui a duré un peu de temps, effectivement, qui a duré un peu plus de 2 heures de temps, au cours d'une réunion. Oui, effectivement. En préparant cet entretien, vous avez parlé quand même d'un incident qui est survenu avec les gendarmes. Qu'en est-il exactement? Alors, l'incident qui a eu lieu avec les gendarmes. Oui. Vous vous en souvenez? Oui. Alors, il y a très peu de temps, effectivement, les forces de l'ordre se voient permettre d'essayer d'appliquer la loi qui n'est pas encore applicable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des gendarmes qui sont sur le terrain, comme s'il y avait peut-être un permis pour chasser, alors que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et vous avez personnellement eu un incident avec eux? Avec moi, non, mais les collègues de chasse, oui, qui me font part de certaines choses. Oui. En revenant quand même sur la question de consultation dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que votre association, par exemple, Tuod en Bois, qu'est-ce qu'elle propose pour adapter la question du permis de chasse en Guyane? Alors, pour ça, c'est assez long. Il faudrait peut-être dans les grandes lignes, si on peut. Oui, il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir définir tout ça. Mais effectivement, l'association Tuod en Bois a, pendant des années, travaillé sur pas mal de projets lors des ORGFH et qui, aujourd'hui, qu'on voit apparaître par des gens qui sont venus d'autre part. Et c'est là-dessus que peut-être ça vous dérange? Exact, ça nous dérange. Et on a un petit peu peur de la suite, puisqu'on l'a proposé pendant des années, on nous a pas écouté. Aujourd'hui, on nous le sort, on nous l'impose. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien, je vous le disais, réalisé il y a quelques instants sur ce plateau. On poursuit avec, je vous l'annonçais, la question de la santé publique. Le Haut Conseil de santé publique annonce, pour faire face à la pénurie de vaccins contre le paludisme qui sévit actuellement en France, de vacciner en priorité les nouveau-nés en Guyane. Des nouveau-nés d'ailleurs qui étaient concernés par la maladie entre 2005 et 2013. On enregistre 3 cas de tuberculose sur des enfants de moins de 8 ans dans le département. Le reportage d'Ayodele Germa.
Un léger pincement et quelques sanglots. Maëlle vient de recevoir sa piqûre de rappel contre la rougeole. Mais pour les mères qui souhaitent prémunir leur progéniture contre la tuberculose, il faudra attendre encore quelques jours. Depuis quelques mois, nous avons une pénurie donc, de BCG, donc, qui fait qu'effectivement là, on a des difficultés à vacciner toute la population. On est entouré par des pays comme le Brésil, tous ces pays, Colombie, Haïti, tout ça, ce sont des régions qui pratiquent le BCG. Donc toutes ces personnes-là qui viennent ne comprennent pas pourquoi justement il n'y a pas de BCG à la naissance. Depuis 2007, la vaccination des nourrissons de moins de 3 mois contre la tuberculose n'est plus obligatoire. Toutefois, elle est fortement recommandée en Guyane, à Mayotte et en Île-de-France. En Guyane, l'Institut national de veille sanitaire enregistre annuellement une 60aine de cas, ceci depuis 2003. Et parmi cette 60aine de cas, il y a 3 cas d'enfants. La pénurie du vaccin bilier de Calmette-et-Guérin, ou BCG, a débuté en novembre 2014. Le fournisseur danois du groupe pharmaceutique Sanofi Pasteur étant en incapacité de produire des doses en quantité suffisante. Le Haut Conseil de la santé publique a dû trouver une solution de rechange. Pour cela, ils ont trouvé un vaccin qui est un vaccin qualifié par l'OPS-OMS, qui est produit en Pologne et qui a été autorisé par le Haut Comité de la santé publique et qui donc est en train d'arriver. Le 3 mai prochain, 1800 doses du vaccin BCG du producteur polonais seront livrées en Guyane. Seul bémol, la durée de vie de ces nouveaux vaccins est moins importante. Il faudra l'utiliser dans l'heure. Et donc, il faudra la nécessité d'avoir convoqué 10 patients pour pouvoir utiliser les doses en entier. Donc, il y aura sûrement un grand nombre de pertes que nous allons essayer d'éviter. Mais donc, malheureusement, avec ces doses-là, ce sera un peu plus compliqué que les doses d'avant que nous avions, qui étaient déjà reconstituées et qui se conservaient 6 heures. Les 1800 doses de vaccins seront prioritairement distribuées aux centres de vaccination et de protection maternelle et infantile. À l'heure actuelle, il n'y a aucune garantie d'approvisionnement pour les mois à venir. Santé toujours. En Guadeloupe, 49% des urgences cardiologiques du CHU concernent des insuffisances cardiaques, une pathologie plus mortelle encore que le cancer dans ce département. Pour aider les habitants à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, certaines communes organisent des journées de sensibilisation. C'est le cas de la ville de Morne-à-l'Eau qui tient en ce moment ces journées dédiées à la question. Karen Diama. Définie comme l'incapacité du cœur à assurer les besoins énergétiques de l'organisme, l'insuffisance cardiaque présente aujourd'hui une véritable menace pour la population afro-caribéenne. Souvent, qui est rarement, comme on dit, si on devient insuffisant cardiaque alors qu'au départ on a un cœur qui est parfait, c'est parce qu'on a adopté un mode de vie qui ne nous correspond pas. On est intolérant à ce mode de vie et le cœur absorbe cette intolérance pendant des années et au bout d'un moment il dit « en bon ». Avec des symptômes plutôt anodins tels que la fatigue, l'essoufflement lors de tâches simples ou encore le gonflement des jambes, l'insuffisance cardiaque pourrait être évitée. Il faut manger ce qui vient de chez nous, parce que ce qui vient de chez nous, c'est là où on vit. Et donc on est en harmonie avec l'endroit où on est, l'endroit où on grandit. Donc manger nos ignames, manger nos bois bokossou, manger nos pois d'Angole, manger nos fruits à pain, manger nos légumes. Voilà, arrêtez de manger les fast-foods, arrêtez de manger salé, arrêtez d'ajouter des additifs, les kibs, je ne vais pas nommer de marque, mais qu'on met dans la soupe, tout simplement parce qu'on cherche le sel. Mais outre cet aspect nutritif, l'aspect physique est lui aussi mis en cause dans ce nouveau mode de vie, alors que là aussi, des solutions de chez nous permettraient d'éviter le pire. Il ne suffit pas d'avoir une activité sportive, il suffit d'avoir une activité physique. Et nos jeux traditionnels sollicitent beaucoup tout ce qui est motricité. Aujourd'hui, nous avons proposé le jeu du Kaipaka. Donc c'est un jeu de lancer, de précision. Nous avons le jeu du disbois, également un jeu de lancer, de précision. Nous avons le jeu de la trottinette, du kabois. Nous avons le jeu du banza. Et nous avons également le jeu de la roue, tikabois et sec. À l'initiative de cette journée de prévention, une municipalité impliquée et entourée de partenaires tels que le CHU, l'ARS ou encore le groupement d'intérêt RASPEG. Son objectif,
informer la population sur les risques liés à ce type de maladie. Je suis professionnel de santé, je suis cadre de santé, je connais ce qu'il faut faire, mais c'est difficile quand on a pris de mauvaises habitudes, c'est vrai, de changer les choses. Moi, je veux prendre et donner l'exemple. Donc je mange mieux, je fais mes soupes sans sel, j'essaie de limiter ma consommation de sucre et j'essaie d'avoir une activité physique, pas forcément régulière malheureusement parce qu'il faut trouver le temps, mais je commence à faire des bonnes pratiques et faire du bon usage à partir des connaissances que j'ai désormais. En Guadeloupe, 49% des urgences cardiologiques du CHU sont des insuffisances cardiaques et au niveau mondial, elles représentent l'une des premières causes de mortalité. Direction la Martinique à présent. Des enseignants du lycée Schellcher étaient en grève hier matin. Rejoints par des homologues d'autres établissements, ils ont mené une opération escargot pour interpeller les élus de la collectivité territoriale. L'intersyndicale rejette la solution de relocalisation des élèves à la rentrée. Explication Marie Tricot. Accompagnés d'une présence policière, les enseignants de l'intersyndicale démarrent l'opération escargot peu après 8 heures. Dans le cortège, des représentants des lycées Schellcher, Joseph Gaillard, Dumas et Bellevue. Si tous les syndicats enseignants ne rejoignent pas le mouvement, de nombreux cours sont annulés ce matin. Les lycéens soutiennent la mobilisation, mais à quelques semaines des examens, redoutent la perte de temps. Bon, c'est grave en fait ce qui se passe, mais moi j'aurais préféré vraiment avoir cours pour profiter parce que j'ai le bac aussi, il faut penser à tout ça, mais bon, apparemment ils ont manifesté, on a un peu manifesté trop tard je trouve. Le cortège rejoint l'ex-hôtel de région sous les applaudissements des confrères. Il faut aller vraiment sur le terrain et constater que beaucoup de conflits vont naître de cette situation-là, puisqu'elle est déjà difficile. Vous avez 4 établissements, 4 communautés qui vont cohabiter et ça va générer beaucoup de conflits. D'accord ? Et pour le moment, ni la CTM, ni le rectorat n'ont de véritables solutions. Il y a des collègues qui ont le courage et la force de faire du bruit. Dans l'enseignement et dans l'éducation nationale, souvent on est amené à parlementer au niveau intellectuel. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire du bruit. Mais c'est devant des grilles fermées et bientôt cadenassées que l'intersyndicale tente de se faire entendre. Plus d'une heure après, une délégation pénètre finalement dans le bâtiment à la rencontre du comité technique. Au centre de la table ronde, la viabilité d'une relocalisation des élèves au complet dans l'ancienne caserne militaire de Tartançon. Cette proposition a été reçue favorablement, selon Mme Sif Soutane. Elle nous a dit qu'elle étudie la proposition en ce moment même avec le service technique, mais qu'il faut bien sûr attendre les remontées des informations. Nous restons de toute façon mobilisés, on ne sait pas quelle forme prendra le mouvement, mais en tout cas nous restons attentifs aux décisions qui seront prises. Sylvia Saïd Soutane, aux commandes du comité technique, s'est engagée à recevoir les enseignants le 10 mai prochain et à leur apporter une réponse sur le projet d'investir le site de Tartançon. De retour chez nous, on termine en musique. Ce soir, l'artiste reggae Maxi Dredi sort un nouvel album, un opus dans lequel il se livre, son univers, son parcours d'ailleurs bien riche, de l'infographie à la réalisation en passant par la musique. Il accumule les divers talents. Voici son portrait signé Mia Pierre. Faire de la musique était avant tout un jeu pour Maxi Dredi dans son adolescence. Au fil des années, influencé par son frère, la musique prend de plus en plus de place dans sa vie. Une place tellement importante que c'en est devenu son métier. Son nouvel album So Longer Boy vient de sortir, un album où il se confie. Nous toujours full style. Déjà il s'appelle So Lang Boy. So Lang veut dire Saint-Laurent, donc Boy, Book Saint-Laurent quoi. Et tout, il y a pas mal de styles de musique dedans qui pour moi représentent tout ce que j'ai comme influence au niveau musical. Et tout, il y a de la dancehall, du reggae, des messages. Il y a pas mal de choses dedans quoi. Et tout de l'amusement, j'invite les gens à s'amuser avec un titre comme Amuser où je recherche aussi à trouver le son guyanais. Et tout dedans, je pense que les gens pourront s'en rendre compte un peu. Donc voilà, c'est un album de 20 titres. Donc je me suis fait plaisir en gros sur cet album quoi. Cet artiste originaire de Saint-Laurent-du-Maroni a fait ses débuts avec le groupe d'Amaniac. Une expérience qui lui a permis d'être autonome. Mais sa carrière musicale a vraiment débuté il y a 8 ans avec iTrack Records, lorsqu'il sort les titres O, Pundy Up et Pour cette soirée.
Sans influence particulière, Maxi s'inspire de la vie de tous les jours pour écrire ses textes. Je sais pas, pour moi la musique c'est ça, quoi. Ça rythme notre vie de tous les jours et j'essaie d'aller dans ce sens-là. Et de temps en temps aussi de balancer des messages, d'inviter les gens à la réflexion, quoi, ou d'inviter les gens à raisonner par rapport à certains sujets. Comme par exemple Keto Gun, c'est pas un titre qui est fait directement pour dénoncer le fait que bon voilà, il y a une poussée de violence en Guyane, mais c'est un titre qui est fait aussi pour permettre à celui qui peut passer à l'acte de se raisonner. Inspiré également par ses origines bushinengue, l'artiste donne une autre dimension à tous ses styles musicaux qu'il explore par son flow. Je me lance des défis des fois, en me disant bon pourquoi pas marier tel rythme à tel rythme pour voir ce que ça va donner. Et tout, mélangeant un petit peu toutes mes influences pour voir ce que ça va donner, quoi. Ils ont bien réussi à faire du bouillon wara ce qu'il est, donc je sais pas, si on mélange un petit peu de ci, de ça, à ça, ben, ça peut donner quelque chose d'assez original. Et je vois que, bon, que le public me le rend bien, de par des titres comme Amusé ou encore Piqué Juke Style. Artiste éclectique, Maxi Dreddy sera sur scène lors du Kain Reggae Festival. Ainsi, partager ses mélodies accrocheurs. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Une quinzaine d'habitations détruites dans une intervention de la préfecture et des forces de l'ordre à Montjoly. Ce matin, des maisons en construction et abandonnées dans une zone d'habitat illégale de la montagne du Tigre. Elle avait duré plus d'un mois et impacté particuliers comme professionnels. 6 mois plus tard, la grève des agents d'EDF ne semble pas avoir porté ses fruits. Ils réclamaient plus de moyens humains. Aujourd'hui, le nombre de postes vacants a même augmenté. Enfin, nous avons plongé dans l'univers d'Alvin Letter, alias Maxi Dreddy. Le chanteur reggae sort un nouvel album, un opus qui raconte son parcours. Nous avons rencontré ce jeune artiste guyanais aux multiples talents. Restez sur votre antenne dans quelques instants, l'information nationale et internationale avec BFM TV, puis ce sera Face à Face avec Farouk Amri. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane. À demain.